should take it slow. Très bien, bienvenue. C'est Vraie Version et c'est un nouveau numéro où nous allons parler sur beaucoup de questions, notamment les questions de la gestion de l'UDPS, les consultations, la guerre à l'est du pays, mais tout ce qui s'est dit aussi sur une grande structure qu'on appelle la communication ou les communicateurs du chef de l'État. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir celui qu'on appelle les communicateurs privés ou les communicateurs du chef de l'État. Nous allons en savoir plus sur la gestion de cette structure, comment elle est gérée cette structure. Déjà que dans plusieurs salons, les gens disent mais pourquoi cette structure il dérange, est-ce qu'ils dérangent, est-ce qu'ils accompagnent les chefs de l'État. Nous allons parler de toutes ces choses. Il s'agit de Trésor Kadima, qui est communicateur du chef de l'État. Il est également membre de l'UDPS, que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Grande et ma joie d'être reçu dans votre émission ce soir. Très bien, bienvenue. Merci. Comme je vous ai présenté, vous êtes donc communicateur du chef de l'État. Justement, je suis communicateur du chef de l'État, coordonnateur adjoint de Ziltra Fachi et membre de l'UDPS. Très bien. Alors, la première question où on commence, communicateur de chef de l'État, vous êtes attaché à une structure qui est le chef de l'État, à la présidence. C'est quoi cette structure, si vous pouvez bien essayez un peu de nous définir. Je pose cette question parce que vous êtes nombreux. Je pense que vous connaissez aussi un certain qu'on appelle dinosaure. Il s'appelle communicateur privé aussi du chef de l'État, mais il fait des dégâts, il fait des choses. C'est quoi? Est-ce que c'est une structure? Est-ce que vous êtes créé cette structure vous-même? Ou c'est une structure réellement reconnue par lui-même, le chef de l'État ou la présidence de la République? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, vous l'avez commencé en citant le nom du grand dinosaure qui est l'un de nos grands frères, que je salue d'ailleurs en passant. Ici, moi, je ne vais pas beaucoup plus aller dans cet angle là-bas, mais ici, je pense qu'il est important pour moi de vous parler de ce que nous faisons comme communication. Oui. Ici, nous sommes des communicateurs du président de la République, nous sommes ceux qui prêchent la vision et les actions du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Et c'est ça notre rôle. Okay. Et en commençant déjà par lui-même, le commandant suprême, le président de la République, il est très fier de ce que nous réalisons comme travail, il n'a toujours cessé de nous le dire. Oui. Et depuis maintenant 6 ans que nous faisons ce travail à ses côtés. Et le président de la République n'a jamais cessé aussi de nous soutenir et dire si nous sommes reconnus ou pas et tout. Mais le président de la République lui-même est fier de ce que nous faisons, il nous connaît et nous sommes reconnus, nous sommes accrédités à la présidence de la République, nous sommes gérés par, nous sommes dépendants de la présidence de la République, nous sommes gérés par la direction des communications. Donc, on ne fait pas des choses comme qui dirait par usurpation, mais nous sommes des personnes bien connues, bien identifiées et bien repérées. Donc, donc vous êtes connu dans la présidence et vous êtes sur le listing des communicateurs, dans la cellule de communication. Justement, nous sommes des communicateurs. À la présidence, on nous reconnaît comme des communicateurs. C'est là où on nous accrédite. Okay. Lorsque nous effectuons des voyages avec le président de la République à travers le Congo profond, et il y en a aussi qui font même l'étranger. Oui. Donc nous sommes reconnus, et bien qu'aujourd'hui on ne peut pas aussi se voiler la face, oui, il y a une forme de cacophonie qui s'est installée. Exactement. À partir du moment où les gens, les communicateurs des autres partis politiques veulent aussi se réclamer communicateurs du chef de l'État. Donc, oui, je pense qu'à notre niveau, ce n'est pas à nous de les interdire. Il y a des services qui sont habilités pour ça, et nous,
on se limite qu'à ce que nous faisons selon les orientations des personnes qui sont au-dessus de nous. C'est ici pour moi peut-être l'occasion de saluer la nomination de la nouvelle directrice de la cellule de communication, Madame Farah Mwambaka Yoa, qui a fait la remise et reprise le 17 mars dernier, qui est nouvellement nommé. Je vois aussi les directeurs adjoint, M. Giscard Koussema, chargé des grands reportages, ainsi que M. Olivier, chargé du numérique. En tout cas, c'est une nouvelle équipe directrice de la présidence dans la cellule de communication à qui nous... Giscard n'est pas nouveau, hein? Giscard, il est là depuis longtemps. C'est ce que je disais. Ici, il y a de nouvelles figures. À l'époque, nous avions les directeurs Eric Kenyendo qui travaillait avec M. Giscard. Mais cette fois-ci, nous avons Mme Farah qui travaille avec M. Giscard, ainsi que M. Olivier, que vous ne connaissez pas sûrement parce qu'il est aussi... il est aussi nouveau, même s'il était déjà dans la cellule de communication et il faisait déjà un très bon travail là-bas. Donc, nous leur envoyons des ondes positives et nous leur souhaitons toutes les bonnes choses durant ces mandats où ils ont pleinement la confiance du président de la République. Très bien. Quand vous êtes reconnu, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous bénéficiez aussi de ce que vous faites comme travail. Mais premièrement, qu'est-ce que vous faites comme travail, communicateur? Ça, c'est la première des choses, à part les Djaléloans. Et puis, deuxièmement, maintenant, il est créé par le président de la République une cellule de la visibilité des actions du chef de l'État. N'est-ce pas que c'est pour clouer cette manière de s'auto-proclamer communicateur du chef de l'État? Oui, je pense bien que l'idée derrière la création de cette cellule de vigilance ou encore la cellule des propagandes des activités du président de la République n'est pas l'idée de nous supprimer, c'est peut-être l'idée de nous encadrer et de nous orienter davantage. Vous voyez, je vous ai dit ici qu'il y a eu certains dérapages. Dirigé par Kabbalah. Ouais, bon, Félix Kabbalah. Monsieur Félix a toujours été dans la cellule de communication. Dans la cellule de communication, il a son travail à lui. Il a son travail à lui qu'il fait beaucoup plus aux côtés du président de la République. Alors ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que l'idée, c'est de nous orienter, de nous encadrer davantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abus de la part des communicateurs. Pas plus longtemps que lorsque la guerre d'agression a commencé, on a vu tout le monde qui s'était improvisé. Communicateur. J'ai vu, il y avait un nombre vraiment pléthorique. J'ai vu des gens qui se sont levés avec des téléphones pour dire non, Goma Ekweyi, ça, et là, de manière désordonnée. Et d'autres en train d'insulter des autorités. D'autres aussi dans les dialogues, dans les trafics d'influence et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'à un certain moment, nous avons été conviés par le Conseil national de sécurité qui a eu à faire un travail de fond que je dirais peut-être pas ici. Question de voir qui fait quoi et comment orienter cela. Et je pense que ici, comme je l'ai dit, notre travail, c'est de relayer les activités du président de la République, de les rendre beaucoup plus visibles, de l'accompagner, de les soutenir et débarrer la route à tous ceux qui viennent comme récalcitrants pour s'attaquer au commandant suprême ou encore à ses actions. Et surtout, nous constituons aussi une forme de cellule de vigilance à partir du moment où nous voyons de l'impunité de la part des personnes qui ont bénéficié de la confiance du président de la République. C'est à nous de dévoiler cela. Nous dévoilons. Très bien, cela mais vous ne trouvez pas ça injuste? Que les présidents, vous connaissons très bien le travail des communicateurs. Nous voyons sur les réseaux sociaux, et des chefs, béton de la République, il y en a plein. Vous ne trouvez pas que c'est injuste que les chefs de l'État ne puissent pas vous caser par ordre et nommément, comme ça, d'une manière où vous faites votre travail avec aisance et autres? On vous a oublié ou comment? Je pense que dire qu'on nous a oublié, c'est peut-être dur. C'est peut-être dur parce qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de parler au président de la République, nous avons toujours reçu un signal, un feedback beaucoup plus positif. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci au commandant suprême et à la très distinguée première dame pour toutes les fois où ils ont toujours été réceptifs à ce que nous leur accordons, nous leur demandons ou nous leur posons comme problème. Alors je me dis ici que ce n'est pas au président de la République de gérer les communicateurs quand même. Et le pays a beaucoup de défis, la nation a beaucoup des urgences qui demandent l'implication du président de la République. Il y a un directeur, il y a une directrice de communication qui est là pour ça et
Je pense que ça, ce sont nos problèmes internes. Justement. Ouais, Très bien. J'aimerais donner une précision. Hein. Ouais. C'est Julie Tchenda qui est la chargée de la promotion et de la visibilité des actions du chef de l'État. Oui. Madame Tanguy Missa, chargée de la gestion de l'image du chef de l'État Oui. et des événements. Félix Kabala, c'est le chargé de la veille communicationnelle. Donc, Voilà. c'était quand même un détail important Exactement. à faire. Alors, Monsieur Kadima Trésor, Oui. le chef de l'État a changé les directeurs de communication qui était Monsieur Monsieur Eric Eric Nyundo, parce qu'il a été aussi critiqué, même par des journalistes, que c'était un médiocre. Ouais. Je ne sais pas si vous partagez l'avis, je ne sais pas. Le chef de l'État a changé même cette structure en élevant quelques départements, notamment le chargé de l'image du chef de l'État et autres. Mais on a nommé une femme qui commence avec une grave erreur en disant que c'est l'envoyé spécial et tout. De Donald Trump, De Donald Trump, vous avez vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux où on dit on enlève Nyindou qui était incompétent, on place plus incompétent que Nyindou. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle directrice des communications? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communication du chef de l'État soit une réussite? Voilà, merci beaucoup pour cette question qui est beaucoup plus pertinente. Je ne pensais même pas que vous alliez la poser, mais je pense que je peux y répondre à cette question. Et vous savez, en République démocratique du Congo, ici chez nous, nous sommes de plus en plus la nature de l'homme congolais devient de plus en plus méchante, vous voyez. Ici, vous parlez, les gens accusent la nouvelle directrice, Madame Farah Mwambaka Yoa, d'être derrière cette bourde qui s'est passée dans la communication. Mais si vous avez un œil vigilant, vous êtes journaliste d'investigation, je ne doute pas de vos capacités parce que je connais de quoi vous êtes capable. Lorsque vous voyez dans vos différentes... lorsque vous menez vos investigations, vous trouverez que le monsieur a été reçu à Kinshasa le 16 mars. Or, Madame Farah Mwamba a fait la remise et reprise le 17 mars. Ok. Donc, c'était encore c'était l'équipe qui est sortant. L'équipe de Nyindou. De monsieur Eric qui a eu à commettre cette histoire. Mais je ne pense pas que la nouvelle directrice soit impliquée directement. Mais c'est elle qui a tweeté. Oui. C'est elle qui a tweeté. Vous savez, je ne pense pas qu'ici, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là de l'envoyé spécial et tout ce qui va avec. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il a été reçu. C'est un sénateur. Ce n'est pas un imposteur. C'est un sénateur américain bien connu qui est venu et il était accompagné de l'ambassadeur américain qui était là. Alors, il a émis aussi son avis qui est d'ailleurs contraire à la vérité et ce n'est pas l'avis du gouvernement américain. Donc on ne doit pas s'attarder sur cette question d'un individu qui est dans son droit d'émettre son avis avec un narratif que nous considérons beaucoup plus comme un narratif rwandais qui est teinté du poison comme l'a aujourd'hui le ministre Patrick Mouyaya. Très Donc bien. Ici on peut mettre cette question-là de ce monsieur-là à côté parce que c'est pas... Ouais. Vous pensez qu'Eric Nyundo a aussi échoué, comme le disent les autres, ou il a fait bien son travail, où il y avait juste quelques erreurs, où il a omis beaucoup de bonnes choses, il a raté l'occasion pour mieux faire? Ouais, bon, personnellement, je me dis ici que quand on dit que quelqu'un a échoué, il faudrait... définir sur quel plan la personne a échoué et tout, ça prend vraiment du temps. Oui. Mais moi, je me dis, il a fait son temps et c'est à la nouvelle équipe de nous démontrer aussi son temps qu'il a fait là, c'était logé ou pas? Pardon? Le temps que Nyundo a fait, c'était bon ou pas? C'était faible. passable. Bon, les gens disaient qu'il était faible, pas d'initiative. C'est ce que j'ai dit ici, que son temps était passable. Il a fait son temps qui était passable, bien que nous
peut-être moi personnellement, j'attendais beaucoup plus de lui, chose qu'il n'a pas eu à faire, surtout à partir du moment où le pays était agressé. On avait besoin d'un certain dynamisme au sein de l'équipe communicationnelle du président de la République, de la présidence, mais on avait senti une certaine lourdeur de sa part, et la première sortie médiatique qu'il a eu à faire après l'agression rwandaise, c'était dans une chaîne que je ne critique pas, je ne vais pas citer le nom ici, mais qui n'avait pas pratiquement la grande audience. Or, on a la chaîne nationale, la télévision nationale, où il pouvait avoir de l'espace, où on pouvait dynamiser les communicateurs, voir des personnes, des journalistes, rassembler des gens, créer une certaine forme de cellules de crise, cellules de vigilance, question de faire route. On n'a pas que la chaîne nationale, on a PS Télévision, oui, qui est aujourd'hui, dans les monitoring, la toute première chaîne la plus suivie. Aujourd'hui. Sans problème, sans problème. Donc, il y a beaucoup de chaînes partenaires comme ça qu'il fallait aussi. Justement. Donc, lui, il est allé à la chaîne Makolo Kotabo. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, c'est vous qui le dites. Donc, je me dis, il avait beaucoup plus de choses à faire qu'il n'a pas eu à faire. Et aujourd'hui, il est ambassadeur en Mauritanie. Je pense qu'il peut continuer sa carrière là-bas. Très bien, en Mauritanie. Oui, en Mauritanie. Chose que nous voulons d'ailleurs, c'est d'ailleurs une demande que j'adresse au président de la République. Nous voyons qu'il y a beaucoup de désordre au sein de l'équipe dirigeante de notre parti, l'UDPS. Si vous pouvez faire grâce de voir ces deux personnes-là qui se disputent le poste de secrétaire général, vous pouvez les nommer comme des ambassadeurs même en Ukraine, et je pense qu'on aura la paix au sein du parti. Vous demandez qu'on nomme Deo Bizibou en Ukraine? Non, c'est vous qui venez de le dire, non? Si à partir du moment où ils voient que le meilleur poste pour lequel ils doivent se diviser et continuer à créer des troubles. C'est Deo qui crée des troubles. Il n'y a pas que Deo. Il n'y a pas que Deo. Ils sont à deux. Il y a Deo et M. Kabouya. Ils sont non, à deux. mais Kabouya, c'est lui le CG. Non, Deo, il vient comme ça. Il a été destitué. Par qui? Il a été destitué par les CDP. Donc, dire aujourd'hui que Kabouya c'est lui le CG, ça, non, mais le CDP, est-ce que le CDP a pouvoir de destituer un CG? Kabound est parti comment? Kabound a démissionné? Non, Kabound a été démis. Il a été même radié pour aller plus loin. Kabound a aussi démissionné. Bon, est-ce que vous, à l'UDPS là-bas, si c'est réellement le cas, c'est la CDP qui démet les CG? C'est ce que vous êtes. Mais M. Kabouy a résisté. Aujourd'hui, je me dis, il y a un désordre qui s'installe au sein de notre parti, à la tête de notre parti. Je n'aime pas trop en parler, mais je me dis au stade actuel... Non, on devrait en parler juste après ça, pour savoir quand même la santé de votre parti. Mais on se pose des questions. Comment on devient CG? Est-ce que Augustin Kabouy est devenu secrétaire général par la CDP ou par la nomination? Le secrétaire général honoraire, M. Augustin Kabouya, est devenu secrétaire général par nomination. Et je pense que vous pouvez accéder à un poste par nomination, mais être défait par des structures habilitées. Ok. Vous voyez, c'est ce que dit votre statut. Oui, nous avons des textes, nous avons des structures disciplinaires. À partir du moment où vous dérogez à à telle ou telle autre règle, il est possible que vous puissiez être mis de côté. Mais alors, il a dérogé aux règles du parti? Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes de gestion au sein du parti. Tout le monde s'en est plaint. Vous voyez, alors... ici, je vais préciser que je ne suis pas en train de défendre M. Deo Bizibou. Et je ne suis pas non plus en train de défendre M. Kabouya. Moi, je suis de Tshisekedi. Moi, je suis tshisekediste. Je ne suis pas kabouiste. Vous voulez l'unité de l'UDPS? Moi, j'ai besoin de la réorganisation du parti. J'ai besoin de voir comment le parti peut émerger. Moi, très bien, mais dites-nous dans ce cas-là, puisque les gens se posent des questions, vous qui êtes au pouvoir, comment est-ce que vous n'arrivez pas à gérer l'UDPS, qui est une structure privée, mais vous prétendez que vous allez bien gérer les pays? Voilà pourquoi les gens disent que vous avez échoué. Dites-nous un peu, c'est quoi les problèmes à l'UDPS? C'est quoi la solution selon le Trésor Kanima? Le problème de l'UDPS aujourd'hui, ce sont des individus, des personnes qui n'ont pas compris la mission d'un parti politique. Vous savez, mes professeurs à la faculté de droit, ils m'ont appris que
l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps que possible. Oui. Mais nous avons eu M. Augustin Kabouya qui il y a eu son objectif à lui. On a eu à conquérir le pouvoir. Mais au lieu de travailler sur la conservation du pouvoir, lui a travaillé sur la conservation de son poste de secrétaire général. Vous voyez? Ah bon? Ce qui était vraiment un paradoxe. Parce que lorsqu'on veut travailler sur la conservation du pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'il était censé faire, mais qu'il n'a pas eu à faire. Et les gens se sont plaints. Aujourd'hui, il y a eu les gens aussi qui l'ont destitué. Même si leur démarche aussi, à un certain moment, à un certain niveau, la démarche peut être critiquée aussi à un certain niveau. Mais moi, je me dis aujourd'hui, l'objectif, c'est de rallumer cette flamme-là du parti. Nous sommes quand même IDPS Tshisekedi, un grand parti qui a pu résister à toutes les tempêtes depuis les temps de Mobutu jusqu'à Kabila Joseph. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'IDPS au pouvoir qui peut être dispersé comme ça. Vous voyez un peu? Moi, par exemple, je suis de Lubumbashi. Moi, j'ai combattu à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous avons 3 fédérations. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes les 3 fédérations sont fragiles, presque inexistantes, même si on a eu un peu à un certain moment de les rendre dynamiques, mais il n'y a eu personne pour redynamiser et pour suivre de près cette histoire-là du parti. Si on continue sur cet élan, par exemple, au Lualaba, l'IDPS est presque inexistant. Comment ça, au Lualaba, l'IDPS? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu de personnes qui ont compris qu'il faut conserver le pouvoir. Oui. La conservation du pouvoir devait commencer d'abord par la redynamisation du parti, les renforcements des cadres du parti, des capacités des cadres du parti, oui. Et voir même dans une certaine mesure comment est-ce qu'on pouvait pistonner aussi les nôtres. Mais nous nous sommes rendus compte que durant notre pouvoir, il y a eu beaucoup plus ce côté-là négligent et tout, ce qui a fait que les gens se sont intéressés à autre chose au lieu de penser à la survie du parti. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que la solution serait peut-être, selon moi, d'écarter ces 2 personnes et de trouver une personne neutre qui pourra nous conduire comme secrétaire général. Non, mais le leadership des Kabouya aujourd'hui, on ne voit pas celui qui peut les remplacer, parce qu'il ne faudrait pas oublier, lui de son côté vous présente les bilans. Il dit que les partis politiques, c'est le pouvoir. Ouais. Il a donné beaucoup de députés. Écoutez, à l'UDPS, il a donné un président de la République. Beaucoup de députés, nous avons combien de gouverneurs? C'est par là qu'il faut se poser des questions. Vous n'avez pas beaucoup de gouverneurs? Nous n'avons pas beaucoup de gouverneurs. Et d'ailleurs, l'un des rares vice-gouverneurs qu'on avait du Haut-Katanga chez nous, dans le Haut-Katanga, on allait le destituer récemment. Il a été destitué et sauvé de justesse par la mauvaise procédure qui a été empruntée au niveau de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous avons combien de jeunes dans des provinces qui dirigent les assemblées provinciales? Je pense que nous dirigeons que 2 assemblées sur 26. Donc, Trésor, vous pensez que l'UDPS n'est pas bien géré? Mais je vous dis ici que notre parti n'est pas bien géré et je n'ai pas honte de le dire, notre parti n'est pas bien géré à cause d'une personne et c'est la personne de M. Augustin Kabouya aujourd'hui. Et je pense... C'est quand même fort ça. Mais je vous dis non. Oui. Lorsque je vous dis ça, je sais pourquoi je l'ai dit. Oui. C'est parce que il n'a pas compris en fait sa mission en tant que secrétaire général du parti au pouvoir. Il n'a pas compris cette mission là-bas. Vous voyez aujourd'hui. Mais pourquoi vous aussi, qui êtes de l'UDPS, vous n'apportez pas vos propositions au parti pour qu'il puisse avoir amélioration? Vous savez, je ne dirais pas le nombre de fois qu'on a eu à proposer des pistes et des solutions. Même la crise qui s'est vue aujourd'hui au sein de l'IDPS, en principe, c'est une crise qui allait déjà finir il y a longtemps. Mais à cause de certaines personnes, Est-ce que vous trouvez normal que l'IDPS de Papa Etienne Tshisekedi, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, on attaque Goma tombe, Bukavu tombe, mais l'IDPS n'est pas dans la rue. Vous trouvez ça normal? Dans la rue pour faire quoi? Nous sommes un parti de masse. Oui. Nous composons la plus grande... Vous pouvez nous dire la mobilisation, par exemple, je suis en train d'y arriver. Attendez, je suis en train d'y arriver. Pour adhérer à l'armée, chose qui a été faite, on a vu les images ici. Attendez, je suis en train d'y arriver. L'UDPS n'est pas dans la rue parce qu'il fallait, nous avons notre manière de nous exprimer. Nous nous exprimons par des marches de colère, par des marches de contestation, de protestation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il fallait un recrutement massif de combattants de l'UDPS. Mais c'est fait. Vous voyez? C'est pas fait.
Quand vous arrivez dans une réunion, le président de la République félicite le VPM Bemba. Oui. Il est de quel parti? Pour Ok. avoir mobilisé la jeunesse à intégrer l'armée. Il est de quel parti? Ok. Et là, vous allez dire que l'UDPS a réussi. Déjà, lui-même, M. Kabouya a dit que non, l'UDPS n'a pas aidé le chef de l'État. Non, c'est faux. C'est lui qui n'a pas aidé le chef de l'État. Il faut qu'il assume ce qu'il dit. C'est lui Comment qui ça? n'a pas aidé le chef de l'État. Donc, on ne doit pas confondre l'échec privé et le mettre ça sur le dos de l'UDPS. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais je pense qu'on aurait dû faire mieux. On aurait dû faire mieux aujourd'hui. Mais quand même, vous voyez, à Goma, là-bas, combien de cellules? Combien de cellules? On devait avoir beaucoup de personnes dans des services de renseignement qui venaient du parti au pouvoir. On devait avoir plusieurs informations. Si Goma est tombé, si Bukavu est tombé, c'est à Vous pensez que c'est à cause de l'UDPS? Non, non, c'est beaucoup plus à cause de l'infiltration. Mais nous sommes l'UDPS. Si on avait des cellules de l'UDPS partout à Goma, un parti bien redynamisé. Mais les infiltrés là-bas, on allait les démasquer il y a très longtemps. Mais il y a une forte présence des combattants de l'UDPS. Il y avait à Goma. Moi, j'ai fait plusieurs fois Goma. J'ai vu qu'il y avait des banderoles de l'UDPS, même de l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, des grands banderoles. C'est peut-être un autre problème. On ne sait Et ne me poussez pas à vous dire ici que je suis parti dans d'autres provinces avec le commandant suprême et on a trouvé le parti presque inexistant. Je ne vais pas le dire, mais en fait, je l'ai dit. très bien. Ouais. Alors, pour vous pensez que l'UDPS va mal à cause d'une telle personne? Non, non, deux personnes maintenant. Oui. C'était une personne, Maintenant, M. c'est deux Augustin personnes. Kabouya. Maintenant, c'est deux personnes, M. Augustin Kabouya et M. Deo. Donc Deo aussi personne. crée du désordre. Mais au jour d'aujourd'hui, le chef a appelé à l'unité. Oui. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est humilié pour dire nous cherchons, trouvons un terrain d'entente aujourd'hui. Très bien. C'est la question que je voulais. C'est la question que je voulais vous poser. Même ce que vous voyez Nous avions vu le secrétaire général Augustin Kabouya avec ses adjoints à côté, notamment Deo Bizibou. Il y a eu des secrétaires généraux. Non, mais un secrétaire général dis ne bien, peut pas se mettre à côté. On a vu. Mais ils étaient tous sur le même rang. Oui, Et mais pour c'est preuve, Kabouya je vous qui a dis- pris la Pour parole. preuve, ici, je vous dis qu'après après cette consultation-là, c'est Deo qui a pris la parole devant la presse en premier, en tant que secrétaire général. Et Kabouya est venu aussi prendre la parole en tant que secrétaire général toujours. Et cette cacophonie-là, c'est... Donc, en présence du conseil spécial du chef de l'État. Là, ils étaient maintenant du côté de Oui, la mais cellule de justement, communication. c'est juste à côté. Ouais. À la sortie, Ouais. il y a une cellule de communication. C'est là qu'ils font ça. Mais je vous dis. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, pour la bonne marche du parti, on peut nommer ces deux personnes même comme des ambassadeurs en Ukraine ou encore en Palestine. Ils peuvent, je pense que ça sera une bonne chose. On peut parler de la sécurité. Très bien. Voilà. Alors, nous, on pensait que cette histoire était carrément et complètement finie. C'est quand même étonnant. Très bien. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous, de l'UDPS, Oui. communicateur du chef de l'État, Oui. la population est fière de vous par rapport à votre gestion, par rapport aux promesses faites par Félix Antoine Tshisekedi et par rapport aux attentes de la population. Vous êtes fiers? Je suis ici, je vais regarder la caméra pour répondre, pour dire que la population doit être fière d'avoir voté pour Félix Antoine Tshisekedi. Comment ça? Vous savez, nous avons ici un président que beaucoup de personnes qualifient d'un président qui a eu à beaucoup promettre, mais dont les gens ne voient pas que beaucoup des aspects où le président a aussi agi sans promettre. Le président Tshisekedi est élu. Il prête serment en janvier 2019. Et le président trouve un pays dans un état de délabrement très avancé. Je vais ici commencer par, je l'ai dit auprès de l'un de vos confrères, le président trouve d'abord, commençons par d'abord les infrastructures. Et la santé, c'est la priorité. Il trouve les infrastructures sanitaires dans un état puté. Il n'y avait pas des hôpitaux. Mama Emo était là, c'était devenu un mouroir. Je ne vais pas vous parler ici du cas de l'hôpital Sendoué, à Lubumbashi, là où moi j'ai grandi, qui était devenu aussi un autre mouroir. Ok. Mais le président Tshisekedi s'est investi d'abord dans la santé.
Dans les domaines de santé, le président Tshisekedi a construit plusieurs hôpitaux. Il a réfectionné d'autres. Nous avons Mama Emo, nous avons Sendui, nous avons l'hôpital de la Mouya que nous avons inauguré récemment, Moujimaï. Il a construit plusieurs centres hospitaliers comme ça. Au-delà de ça, le président Tshisekedi s'active sur la gratuité de l'enseignement parce qu'après la santé, il y a l'instruction, la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi a trouvé que c'était un droit constitutionnel mais qui n'avait jamais été respecté. Okay. Le président Tshisekedi s'est activé sur ces plans et aujourd'hui, tout enfant en République démocratique du Congo bénéficie de la gratuité de l'enseignement. Et ça a été un soulagement de ouf pour des personnes qui vivaient même dans le milieu rural. Et au-delà de ça, Tshisekedi s'active sur un autre plan, il s'investit dans la santé universelle. Combien de femmes mouraient dans ces pays dans des maternités? Combien de femmes mouraient dans ces pays parce qu'elles ont accouché dans des maisons? Combien de femmes étaient bloquées dans des hôpitaux parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour écouler la facture? Mais aujourd'hui, nous avons la santé universelle où vous avez envoyé aussi votre femme aller accoucher gratuitement. Plusieurs femmes sont en train d'accoucher gratuitement. Mais je vais vous dire ici que la majorité de mes sœurs accouchent gratuitement. Avec quelle qualité des prises en charge de soins, les médecins qui disent qu'ils ne sont pas payés pendant 2 mois je vous dis, et autres. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement ici. Vous savez ce que ça créait. Il fallait que ça crée d'abord l'histoire de la gratuité, j'y reviens. Il fallait d'abord que ça crée ce qu'il y avait parce que c'était tout un début, c'était une expérience. Mais c'était la première année, c'était une année expérimentale. Mais à partir de la deuxième année, jusqu'aujourd'hui... Vous sacrifiez l'éducation des enfants pendant 1 année ou 2 ans? Non, non. Parce que vous voulez une gratuité. Non, non, il fallait... Ce n'était pas que non, on a sacrifié. On a donné à ces enfants-là leurs droits. C'était leurs droits qui étaient biaisés, qui étaient lésés, qui étaient vendus, qui étaient escroqués. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont dans leur droit d'étudier gratuitement. Ces mamans-là sont dans leur droit d'aller accoucher gratuitement et d'être prises en charge après. Au-delà de ça, Tshisekedi s'active sur le projet qui est beaucoup plus vital, le projet de 145 territoires. Oui. Mais ce projet-là, aujourd'hui, moi, j'ai sillonné le Congo profond. J'ai été à Kamwisha, j'ai été à Chikapa, j'ai été dans plusieurs villages, dans plusieurs territoires. J'ai trouvé des hôpitaux, j'ai trouvé des centres de formation. Vous avez trouvé des hôpitaux? Oui, c'est moi qui vous confirme ici. C'est moi qui vous confirme, c'est que j'ai trouvé des hôpitaux, j'ai trouvé des écoles construites. Mais là c'est grave, hein, parce que vous nous dites que vous avez trouvé des hôpitaux et on ne peut pas ici savoir si c'est combien d'hôpitaux, c'est réellement vrai, il n'y a aucune image. Je pense que si vous ça avez le problème. besoin, oui, je pense que ça c'est une demande peut-être que vous introduisez. Peut-être qu'à la prochaine fois je peux vous en parler. C'est ici d'ailleurs pour moi l'occasion de saluer la nomination du nouveau conseiller principal du chef de l'État chargé de suivi des 145 territoires, le monsieur Dieudonné Tchakambila, qui est nouvellement nommé. Il a beaucoup de travail, hein, monsieur Dieudonné. Vous avez beaucoup de travail pour suivre tout ça. Parce qu'on dit qu'il y a de ces coins où il n'y en a pas. On a cherché des forages, on n'a pas trouvé dans l'ensemble de la République. Ça, là, c'est un autre sujet. Oui. Je ne pense pas que les forages étaient dans les cadres des 145 territoires. Les forages, c'est pratiquement un autre point, même s'il y a eu aussi beaucoup de choses. Il y a eu à boire et à manger. Parce que moi, tel que nous sommes ici, nous sommes des vrais tshisekédistes. Chez nous, on ne cautionne pas la corruption, on ne cautionne pas l'impunité. Okay. Il y a eu des personnes il y a eu des détournements. Parce qu'il y a des endroits où les forages devaient arriver et que ces forages ne sont pas arrivés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Il y a eu des lampadaires que nous n'avons pas vus. Et pour ça, là, il faut que justice soit faite et que les responsabilités soient établies. Il faut qu'on arrête Nicolas Kazadi. Mais c'est lui qui a détourné pour moi. Le chef a déjà dit que c'est un père de famille, qu'il ne faut pas jeter en pâture comme ça. Le chef n'a jamais dit que non, Nicolas Kazadi était innocent. Mais au contraire, ce que le chef a dit, c'était une façon d'ouvrir la voie à la justice afin que la justice fasse son travail et qu'elle rétablisse les responsabilités. Okay. Vous voyez, si Nicolas Kazadi aujourd'hui, par exemple, il est trouvé coupable, il sera condamné, mais s'il est innocent, on la quitte. C'est simple. Très bien. Alors, les consultations ont commencé, parlons-en. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Hein. Ouais. On verra comment est-ce qu'on va vous avoir. La télévision, c'est les temps. Ouais. Mais parlons actualité parce que la population attend.
les consultations ont commencé. Oui. On a remarqué que c'est, selon plusieurs analystes, c'est l'Union sacrée bis, parce que l'opposition a boycotté. On attend encore. C'est pour quelle finalité? N'est-ce pas que ça n'a pas assez de crédit, déjà, que c'est un membre de l'UDPS, bien qu'il soit conseiller spécial du chef de l'État, et il ne reçoit que les siens, des gens qui sont déjà à l'Union sacrée. Merci beaucoup pour cette question concernant les consultations qui ont été amorcées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Cachemire Kolongele. Je pense bien qu'ici, on ne doit pas être dans la diversion ou encore dans la manipulation de certains opposants qui semblent avoir leur narratif propre à eux. Ici, le conseiller spécial a été clair. Les consultations prendront des semaines. On a dit qu'ici, ce sont des consultations en vue de la création d'un gouvernement d'union nationale. Oui. Et ce gouvernement d'union nationale ne devrait pas seulement prendre les membres du pouvoir actuel. On devait aussi associer des opposants. Oui. Et on s'est dit, on commence d'abord par une certaine classe politique. On a commencé d'abord par les membres du présidium de l'Union sacrée, l'ancien format, et ils ont été reçus. On a commencé par, et après, juste après, et ce sont des chefs de regroupement. Et après, il y a des opposants. Moi, je vous confirme ici qu'il y a des grandes têtes de l'opposition qui seront reçues déjà à partir de ces Ah, vous avez l'information et la certitude même qu'ils seront reçus. Mais je vous dis bien qu'il y aura des opposants là-bas. Ces gouvernements-là, vous verrez des opposants. Vous pouvez lire sur mes lèvres, Oui. si je peux dire ainsi. Oui. Il y a des opposants Ça, qui c'est feront ça. partie du prochain gouvernement. Donc, ils seront aussi consultés. Vous les verrez très bien. Vous pensez que ce gouvernement d'union nationale va finir la guerre? Je pense oui. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui, nous sommes agressés et il est important pour nous de nous asseoir autour d'une même table. En tant que fils du pays, on doit d'abord s'asseoir, voir comment mettre nos dissidents, nos querelles de côté. Question de parler d'abord du Congo. Parler du Congo en vue d'avoir une vue unique vis-à-vis de l'ennemi. En vue d'avoir aussi un narratif unique vis-à-vis de l'ennemi. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le patriotisme et les sursauts qui a animé certains opposants. J'ai suivi par exemple le prix Nobel, M. Denis Mukwege, Oui. qui a accepté la main tendue du président de la République, Ok. qui sera reçu aussi incessamment. Oui. Il y a d'autres opposants qui sont encore dans l'anonymat, mais qui seront reçus. Mais je me dis, l'objectif aujourd'hui, ce gouvernement-là a certaines missions qui lui sont assignées, notamment la cohésion nationale et beaucoup plus la sauvegarde, la défense de l'intégrité de notre territoire, Oui. du pays. Et voilà pourquoi je vais devoir personnellement insister sur les profils de personnes qui doivent faire partie de ce gouvernement. Oui. Je ne pense pas que ce soit un gouvernement où on aura des personnes qui viendront là avec une certaine mollesse, mais c'est un gouvernement de bagarreurs. J'ai besoin de voir des figures emblématiques, des personnes qui peuvent être au four et au moulin pour contrer la menace de l'ennemi. C'est ici, pour moi, l'occasion déjà d'emblée de condamner certaines attitudes qui ne sont pas dignes de la part de certains hommes politiques. Je parle ici de M. Modeste Bahati, Ok. qui, selon lui, à chaque fois que Bahati Lukwebo apparaît, il n'apparaît que lorsqu'on parle du partage du pouvoir. Comment ça? Imaginez-vous lorsque le pays était en train de brûler, lorsque la menace était persistante, Bahati Lukwebo n'a pas parlé, il a gardé silence. Oui. Mais il a fait le faux malade jusqu'à aller à Paris, prendre un petit moment. Comment Je ça, parle le ici, faux il a malade? fait le faux malade pour Vous êtes médecin, s'éclipser vous- ici. vous n'êtes pas pour médecin, quand même. s'éclipser et aller en Oui. Europe. Le temps pour lui de voir que la situation était en train de faire quoi? De s'atténuer. Mais dès son retour, à peine il est rentré et on le reçoit par le conseiller spécial, il sort, il commence à réclamer qu'on respecte son poids politique. Il commence déjà à accuser les autres. Mais où était Non, mais Modeste Bahati lorsqu'on lorsqu'il dit cherchait que le jeune qui devait s'intégrer dans l'armée? Pourquoi il n'a pas réclamé son poids politique pour donner beaucoup plus de jeunes dans Oui, l'armée? mais lorsqu'il dit que Mbata se comporte comme un chef des partis politiques, alors que Mbata n'est qu'un
militant. Mais ici, il dit pas faux. Mais écoutez, Oui. ici, on est en train de parler du André Congo. Mbata, Écoutez, il fait un abus de pouvoir. quel abus du pouvoir? Et même lui, monsieur Modeste Bahati, je ne suis pas ici en train de défendre Oui. monsieur André Mbata. Oui. Mais je me dis aujourd'hui, à un certain niveau de responsabilité, on doit savoir C'est gérer pas que certaines lui, hein, choses. il y a même les sénateurs qui Imaginez-vous, disent la même chose. Je que suis en Mbata train, je suis en pense train d'y qu'il arriver. est... Je suis en train oui. d'y arriver. Lorsqu'on avait besoin de jeunes dans nos rangs, on avait besoin de quelqu'un pour mobiliser des jeunes Oui. à intégrer l'armée et défendre le pays. Mais ce Modeste Bahati n'a pas parlé. Il a fait le faux malade, il est parti. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle du partage de pouvoir, il revient, il commence à réclamer qu'on respecte son pas vous pensez politique. que Bahati n'a pas parlé non, lorsqu'il non, non, non. s'agissait de la Écoutez, il a fait un meeting alors que la menace n'était plus persistante. Il était parti, il n'était pas là. Quand Goma Bukavu est tombé, Bukavu c'est le fief de Bahati Lukwebo. Avant que Goma ne tombe, pourquoi il n'est pas parti à Bukavu? Et quand Goma est tombé, pourquoi il n'est pas parti à Bukavu? Bukavu est tombé, son fief Bahati n'a jamais été élu à Kinshasa, il est élu de Bukavu. Pourquoi il n'a pas parlé? Il avait gardé silence. Je pense qu'à un certain niveau, on ne doit pas être là des politiciens qui n'apparaissent que lorsqu'il y a partage du pouvoir. Oui. Et je pense que cette attitude de la responsable, irresponsable de la part de nos politiciens, si ça continue comme ça, c'est-à-dire nous qui venons, nous de la nouvelle génération qui venons, nous sommes en train de faire la politique ayant de mauvais modèles de vie. Comment vous, l'UDPS, vous pensez que c'est des déclarations qui vont finir la guerre à la place d'organiser l'armée, à la place de motiver les militaires, à la place de... Aujourd'hui même, il y a des militaires qui m'appellent, hein, je vais en parler, qui disent que la première ministre a promis qu'il y aura un double Mais de déjà, je solde. vous informe Mais que sur aujourd'hui, cette question- ils n'ont pas reçu ça, Non, Madame non, la je Première vous- non, ministre. non, 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 Ils non, n'ont pas non, reçu non. cela. S'ils ne vous ont pas dit, c'est-à-dire c'est de la mauvaise foi. Je vous dis, les soldes des militaires a été doublé. Non, mais Je vous dis ils bien, m'ont appelé à aujourd'hui pour partir me du montrer mois même de les mars, messages. À partir du Mais mois de oui, mars. c'est aujourd'hui qu'ils ont reçu. Oui, ils vous ont Oui. dit que non. Rien n'a changé. Non, non. Rien n'a Renseignez-vous, changé. Renseignez-vous, c'est moi qui vous informe. Mais je vous C'est donne moi qui aussi vous informe l'information. ici. Vous savez, cette émission est Oui. suivie par des millions de gens. Justement. Et les militaires m'ont... Je suis dans ce dossier-là, j'essaie de vérifier. Oui. Parce que je suis parmi les personnes qui disent que Madame la Première ministre Géline Souminoa Ouais. a un bureau qui est distrait. Oui. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu la promesse de la Première ministre, les militaires. En tout cas, Rien n'a changé. Si ils vous ont dit ça aujourd'hui Aujourd'hui, et que vous avez de preuves, Oui. donc là c'est à la première ministre Justement. de faire quoi, ainsi que son gouvernement. Justement. Mais ou sinon, tout ce que nous savons Oui. jusqu'à ce niveau, nous savons très bien que la première ministre a rassuré que les soldes des militaires sera doublé. Oui. Et j'ai vu même un Et elle a circulaire. parlé même... J'ai vu même un Oui. circulaire de la police qui a donné la nouvelle grille de soldes de paiement. J'ai vu même cette lettre-là qui a été signée Voilà, alors la leur question officier. c'était, Ouais. à la place d'organiser l'armée, Et vous aujourd'hui, l'armée fustigez est en les train- hommes politiques, Non, ce non, ne sont pas des écoutez, militaires. Écoutez, n'oubliez pas que l'armée, bien qu'étant apolitique, mais l'armée est commandée par des politiciens. Non. Vous voyez? Écoute, je suis en train de d'y arriver. Le gouvernement est composé de politiciens. Et c'est le gouvernement qui commande l'armée. L'armée est soumise à l'autorité civile, pour votre information. Mais je me dis, si les politiciens ne parviennent pas à adopter une attitude responsable, je ne pense pas que même si l'armée sera réformée à un certain niveau, il y aura toujours des problèmes. Il faut commencer d'abord par là. Aujourd'hui, il y a un travail de titan qui est en train de se faire au sein de l'armée. On est en train de faire un recyclage, un nettoyage, un renforcement des capacités, une formation de nouvelles recrues et aussi on est en train de revoir leur barème salarial. Ça, c'est la volonté du président Tshisekedi qui est en train de se matérialiser. Mais au moins, je demanderai à ce que les politiciens adoptent une attitude responsable. Et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut d'ailleurs diviser même en deux le salaire de nos députés Très bien. pour renforcer davantage les salaires de nos militaires. C'est très important. On ne doit pas être un pays où tout le monde pense que devenir politicien, c'est un métier qui enrichit. Or, devenir politicien, on doit être serviteur des autres. C'est ce qui nous manque, Très cette bien. serviabilité. Très bien, nous sommes en train de chuter peut-être, mais quelle analyse que vous faites sur l'agression rwandaise? Et puis cette question qui est capitale, les chefs de l'État a quand même
réussi, si on peut le dire comme ça, à avoir un tête-à-tête avec Paul Kagame. Ouais. Quelles seront les retombées de tout ça? Je pense que les retombées de la rencontre entre le président de la République ainsi que M. Paul Kagame, les sanguinaires, je pense bien que les retombées doivent être la paix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous avons besoin, c'est de la paix. La population n'a plus besoin de longs discours, la population n'a plus besoin de plusieurs cérémonies. Je pense que s'il y a un chemin qui peut nous mener vers la paix, aujourd'hui, on doit l'emprunter. Que ce soit le chemin du dialogue, d'ailleurs, que moi, je souhaite à ce stade, vu que la guerre a longtemps duré. Ça fait maintenant 30 ans que nous sommes agressés. Il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de dégâts. Nous avons enregistré plus de 18 millions de morts. Et comme toute guerre finit toujours par un dialogue, je pense aujourd'hui que nous ne devons pas, la République démocratique du Congo ne doit pas déroger à cette règle. Nous devons aussi dialoguer avec les agresseurs. Et si nous devons dialoguer, c'est pour trouver la paix. Que les militaires rwandais puissent quitter le territoire congolais, que les rebelles congolais qui ont pris les armes contre la République soient aussi repris et voir dans quelle mesure on peut voir les réintégrer ou encore trouver une solution pour eux. Mais dans un premier temps, on a besoin de la paix. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de nos mamans qui ont été violées, il y a beaucoup d'atrocités que les gens ont vécues dans l'Est de la République démocratique du Congo et je me dis que ça suffit. On La paix, oui, mais à quel prix vous voulez... Vous pensez que les M23 ainsi que Nanga doivent aussi être écoutés? Je pense que la paix, à quel prix? Je pense que les M23, c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Nanga, c'est l'AFC, je crois, l'Alliance des faux Congolais, hein, l'Alliance AFC, Alliance des faux Congolais, quelque chose là. Je pense que... AFC, Alliance Fleuve Congo, vous appelez ça faux Congolais. Des faux Congolais. Je me dis que à ce stade, ils peuvent aussi être écoutés, être entendus. Ce sont des Congolais. Au-delà des... Les M23, ils sont des Rwandais. Mais dans AFC, il y a des Congolais que nous connaissons. Nanga est Congolais. Les Henri Magie, les gars ici, les Chisola et les autres, ce sont des Congolais. Mais qui ont été, qui ont des faux Congolais, en fait, qui ont pris les armes contre la République. Une attitude très irresponsable que nous n'encourageons pas. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que si l'armée rwandaise doit quitter le territoire congolais, on doit aussi voir de quelle manière on doit s'occuper aussi de ces faux Congolais là-bas, afin qu'ils cultivent en eux ce sens-là de patriotisme. On ne peut pas prendre les armes contre sa propre nation. C'est un comportement irresponsable que nous ne devons pas tolérer. Je pense bien que même dans les générations qui doivent venir, on doit apprendre à gérer nos frustrations autrement. On ne doit pas gérer des frustrations politiques ou encore la soif politique du pouvoir par la prise d'armes contre la nation. Parce que ceux qui meurent, ce sont nos propres frères. Et ça, c'est un comportement irresponsable qu'on ne doit pas tolérer. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me dis, face à cette agression, il suffit qu'on mette en place ce gouvernement d'union nationale qui doit d'ailleurs travailler. Ici, j'insiste encore sur le profil. Voilà pourquoi je me dis, le président de la République doit vraiment veiller sur... filtrer les profils. Oui, filtrer sur le profil parce que je me dis, il y a des doit personnes... se baser sur quoi? Sur quel profil? Personnellement, je me dis il faut d'abord commencer par la compétence et le dynamisme. Vous voyez, la compétence. Il y a et le quelqu'un dynamisme. qui a dit sur ces plateaux, voyez, il demande au chef de l'État d'organiser un concours. Oui, mais non, écoutez, si on doit organiser un concours, je ne pense pas que c'est possible à ce stade, mais je pense que le président de la République est mieux placé pour voir certaines personnes. Et c'est ici, je suis en train de fustiger le comportement de certains ministres qui ont été nommés dans le gouvernement. Très bien, on va finir par là. Oui. Quel bilan vous faites du gouvernement Soumino? Elle a échoué avec son gouvernement ou elle n'a pas échoué dans ce gouvernement, dans sa manière de faire? S'il faudrait repêcher les ministres selon Trésor Kadima, quelle tête faudrait-il reprendre? Personnellement, je répondrai à chaud d'ailleurs pour dire que les bilans de Madame Soumino en tant que première ministre d'abord, je me dis que c'est un bilan qui est discutable.
Parce que face aux attentes, je me dis, elle n'était pas à la hauteur de ce que la population attendait de lui, attendait d'elle. Vous voyez, c'est la première dame à devenir ministre. Elle n'a pas été à la hauteur. Cependant, au sein de son gouvernement, il y a eu quelques individualités, quelques têtes qui se sont distinguées. C'est ici le cas de féliciter certaines personnes, je pense au ministre des Finances, M. Doudou Famba, qui s'est distingué au sein du gouvernement souminois, Mme Thérèse Kaïkwamba, qui s'est également distinguée. Et je ne vais pas ici oublier, monsieur le ministre Patrick Mouyaya, qui était au four et au moulin, qui était sur toutes les lignes de front en créant le front médiatique, l'homme du poison rwandais, l'homme qui a mis Kagame Patrick mal à l'aise. Oui, c'est lui que tous les communicateurs disent qu'il n'a pas été à la hauteur. Non, mais je vous dis ici aujourd'hui, contester le travail de Patrick Mouyaya relève de la mauvaise foi. Parce que si aujourd'hui, l'homme congolais a changé de narratif face à cette situation sécuritaire, c'est grâce à M. Mouyaya. M. Mouyaya nous a révélé une nouvelle face que nous n'avions pas, auquel nous n'avions pas prêté attention depuis plus de 30 ans, depuis près de 30 ans. C'est le mensonge qui cachait le Rwanda. Le Rwanda s'est servi de son génocide pour commencer à causer des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais, ce sont des menteurs, ce sont des personnes qui distillaient de mensonges, du poison. Et M. Mouyaya nous a démantelé ces poisons et ce qui a fait de lui la personne qui est beaucoup plus ciblée dans le milieu rwandais. Et je me dis aujourd'hui, si Kagame rencontrait Mouyaya, il va l'exterminer sans réfléchir deux fois parce que Mouyaya l'a poussé à bout. On a connu Kagame comme Vous êtes les premiers communicateurs à féliciter Mouyaya, Patrick Mouyaya. Oui. Kagame, on l'a connu comme un homme qui est souvent silencieux, mais grâce à cause de Mouyaya, Kagame commence à parloter jusqu'à faire des lives sur Facebook, à bercer, à tomber dans des insultes. Donc, Kagame a fait des lives sur Facebook. Oui, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et il a insulté des personnalités congolaises. Donc, je vous dis ici que Mouyaya a fait un bon travail. Et je voulais maintenant insister sur les castings. Je pense que le président de la République doit se focaliser sur des personnes qui lui apportent de la compétence, qui lui apportent un soutien sur terrain au lieu de personnes qui misent beaucoup plus dans les bruits sans pour autant rien faire. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter certaines personnes qui sont effacées mais qui sont efficaces. J'ai vu des gens qui sont effacés, très effacés d'ailleurs, mais ces personnes-là ont été efficaces. C'est l'occasion pour moi de parler du haut représentant du chef de l'État, l'excellence Tony Kankou. Cet homme-là est très effacé, mais il était sur le front médiatique, il était sur le front patriotique, il était sur le front diplomatique. Je l'ai vu même en Ouganda, chez Museveni, en train de discuter sur la paix en RDC. Mais oui, Tony Kankou Chikou. Je l'ai vu encore sur plusieurs fronts dans la sensibilisation et même la majorité que nous avons au Parlement aujourd'hui. Tony Kankou a beaucoup de députés, mais il n'est pas visible. C'est un homme effacé, mais efficace. On a besoin de personnes comme ça. On n'a pas besoin de personnes qui veulent, qui chantent pour le président de la République. Le chef n'a pas besoin à ce que le ministre chante pour lui. Et d'ailleurs, je ne vois pas que ce que Tony Kankou fait, il n'a pas besoin de poste d'ailleurs. Il n'a pas besoin qu'il soit nommé ministre. Il fait un travail, il rend service au président de la République. Mais il y a eu des ministres qui, au lieu de travailler, ils ont bercé dans les dialélos. Voilà pourquoi je suis en train de fustiger ici l'incompétence de certains ministres. Je vois par exemple l'incompétence de certains ministres. C'est comme la ministre de l'Éducation nationale, Madame Raïssa Malou. Cette dame a un CV costaud. Mais elle est la plus... Un CV costaud. Je lis son CV. C'est une dame très intelligente. Elle a un CV costaud, très intelligente, mais incompétente. Au jour je vous dis, en quoi elle est incompétente? Elle travaille bien, cette femme, Raïssa Malou. Vous savez qu'au Rwanda, on enseigne à nos enfants que l'Est de la République démocratique du Congo appartient au Rwanda. Mais quand vous venez au Congo, on enseigne à nos enfants la Révolution française, les histoires de Diego Cao, l'embouchure de Diego Cao, on l'enseigne à nos enfants Magellan. Mais écoutez, la réussite d'un ministre, c'est lorsqu'il arrive, qu'il est nommé dans un ministère et puis il apporte des réformes. Un ministre qui n'apporte pas des réformes dans son secteur, il a échoué. Mais elle a trouvé beaucoup de problèmes. C'est ici le cas aussi de fustiger, par exemple, l'incompétence de la ministre
ministre Irène Essambo, je dois en parler. Cette dame qui a été nommée pour les comptes des personnes vivant avec handicap, mais cette femme a abandonné totalement des handicapés. Comment je ça? peux vous dire aujourd'hui que je vous dis que les handicapés se plaignent, des personnes vivant avec handicap se plaignent de l'incompétence de Madame Irène Essambo. Je trouve d'ailleurs, moi personnellement, le député national Eliezer Tamboué être beaucoup plus proche des personnes vivant avec handicap, plus que la ministre elle-même. Je me dis aujourd'hui, avec son slogan Pesa Muninga Sourire. En tout cas, je me dis aujourd'hui, dans le prochain gouvernement, si ce poste-là doit être reconduit, on doit même nommer Eliezer Tamboué comme ministre chargé des personnes vivant avec handicap, au lieu de garder Madame Irène Essambo, qui a oublié totalement ces personnes. Ces personnes mais se vous plaignent. ne parlez pas de la ministre de la Jeunesse, où on dit qu'elle est partout sauf avec les jeunes, par exemple. Vous ça, savez, c'est les téléspectateurs qui disent ça. Mais si les téléspectateurs disent ça, ils ont aussi raison à un certain niveau. Il y a des choses que la ministre de la Jeunesse devait faire, mais qu'elle n'a pas pu faire. Nous sommes arrivés à la fin. On est arrivé à la fin, merci. Un mot de la fin, 30 secondes. Le seul mot de la fin que je dirais à la population congolaise, c'est que nous devons être éveillés. Nous devons rester vigilantes face à cette agression. Les Rwandais, quand ils viennent pour nous tuer. Ils viennent pour nous exterminer. Soyons vigilants, restons derrière le commandant suprême, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et soutenons le FRDC. Les Rwandais, quand ils viennent, regardez combien de nos mamans ils ont violés. Regardez nos sœurs de la manière dont ils vivent l'atrocité à l'Est. Alors, restons vigilants. Barrons la route à ces Rwandais. Merci. Donc, il n'y a pas photo. Merci. C'était donc Trésor Kadima. Il est donc communicateur du chef de l'État. Retenez aussi ces rendez-vous pour demain. Nous allons recevoir un homme qui parle avec beaucoup de puissance. Il s'appelle le révérend Paul Mukendi, il est pasteur, voilà sa photo, il est pasteur, il est également leader d'opinion. Nous allons parler sur des questions de l'ère demain. Prenez donc rendez-vous, ça sera avec les révérends Paul Mukendi. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.